Bonjour à tous. Ça fait plaisir de voir autant de monde et autant de population féminine, parce qu'à mon époque, il y avait 2 filles sur 110 personnes. Et je vois que ça a changé, c'est sympa, c'est cool. Donc aujourd'hui, je vais vous parler un peu de l'univers du jeu. Et comme on ne fait jamais rien comme tout le monde dans l'univers du jeu, je vais vous présenter des choses de façon un peu particulière. Donc on va d'abord, ce que je vais, là, si vous pouvez, si vous vous embêtez pendant la présentation, vous regardez ce qu'il y a là-dessus et vous apprendrez plein de choses sur Ubisoft. Je ne vais pas vous parler d'Ubisoft aujourd'hui, même si je travaille pour eux. Ce dont je vais vous parler aujourd'hui, c'est du métier de game designer. Mais quand on dit game designer, avant de parler de game design, c'est bien de savoir de quoi on parle. Donc on va faire ça sous forme d'une aventure. Et on va voyager dans une galaxie, ça ne sera pas à Mercure. Moi, je vous emmène dans un petit voyage virtuel de 30 minutes dans l'univers du jeu. On va faire ça en plusieurs étapes, de façon à ce qu'à l'atterrissage, vous ayez à peu près une vision claire de ce que c'est que le game design. Alors, donc on va faire ça en 3 étapes. La première étape, donc c'est la galaxie. On va regarder rapidement ce que c'est que l'univers du jeu, que vous ayez une idée plus claire de ce que c'est. Ensuite, on va faire un petit atterrissage sur une planète qui est un jeu. Et ensuite, on va s'arrêter sur cette planète-là, donc au sein du jeu, regarder les aliens qui vivent là-dedans, et en particulier un alien particulier, qui est donc le game designer, pour voir un peu ce que lui bricole dans l'univers du jeu. Donc rapidement, le jeu, la galaxie, donc. Ce qu'il faut savoir, c'est que l'univers du jeu, il est très proche de l'univers de l'industrie du cinéma. On a des relations très fortes avec les studios Pixar, par exemple, ou des choses comme ça. Donc on utilise beaucoup de techniques qui sont proches de celles du cinéma, que ce soit dans les effets spéciaux, dans l'animation, dans le son aussi, beaucoup de choses. Beaucoup de techniques semblables, donc des passerelles super intéressantes. Et on est aussi un univers où on peut tester beaucoup de nouvelles technologies, sans risque. Ce n'est pas comme dans le médical ou à l'armée, les incidences ne sont pas les mêmes. Et d'ailleurs, c'est un univers super sympa, parce que quand on fait du développement, c'est un univers où on a une tolérance aux bugs qui est assez forte, surtout par rapport aux militaires et au médical. Et donc, des nouvelles technos, souvent, elles démarrent dans l'univers du jeu vidéo, et en particulier l'intelligence artificielle, par exemple. Ça fait très longtemps qu'on utilise ça dans l'univers du jeu. Certains découvrent un peu ça maintenant. Et la partie intelligence artificielle en mode créateur, c'est quelque chose qu'on a déjà en place aussi, même si ça pose un certain nombre de questions. On aura l'occasion peut-être d'en reparler. L'univers du jeu, donc qu'est-ce que ça donne actuellement le jeu? C'est un univers qui est très très compétitif. Il y a beaucoup de compétition dans ce domaine-là, beaucoup de plateformes. Ça brasse quand même pas mal d'argent. 347 milliards, c'est quand même une belle somme. La majorité quand même se fait maintenant sur les jeux qui sont sur mobile, même si les consoles sont encore un peu à la traîne. Et je pense que vous savez sans doute que les consoles sont amenées à disparaître à court moyen terme. Voilà, il y a encore 52 milliards dessus, mais ça va baisser, c'est sûr. On a beaucoup des coûts qui peuvent être très importants. Donc, par exemple, sur des jeux sur console, vous voyez un peu les coûts que ça peut atteindre. Et ça, c'est des coûts 2014. Ça peut grimper très fort. Donc, c'est pour ça que quand vous voyez des jeux, des producteurs de jeux qui parfois réutilisent un certain nombre de choses au maximum dans les jeux suivants, il faut comprendre pourquoi. C'est aussi parce que ça a coûté tellement cher sur le premier jeu qu'on essaie de rentabiliser au maximum. Sachant qu'en plus, quand on dépense 500 millions, on ne sait pas si à la fin, les gens vont acheter. C'est un pari. C'est pour ça que les jeux sur mobile sont souvent plus intéressants, parce qu'on dépense moins, donc on risque moins. Les types de jeux sont hyper variés aussi. Là, j'en ai cité un certain nombre. J'ai mis en rouge ceux qu'on retrouve dans l'univers du jeu mobile. Et vous voyez que déjà en termes de variété, c'est pas triste. Donc tout ça, quand on commence à travailler dans l'univers du jeu, et pour un game designer, tout ça, ça doit parler, ça doit être des évidences. On doit savoir à quoi ça correspond. Donc un peu de vocabulaire. Les slides, si vous les voulez, on vous les enverra. On ne va pas entrer dans le détail, ce n'est pas l'objet de cette présentation. C'est juste pour vous montrer un peu la variété qu'il y a. Il y a ensuite beaucoup de formats de jeux. Il y a des tailles différentes forcément en fonction des types de supports. On a une variabilité des architectures aussi, puisque pour certains jeux, il y a besoin d'une architecture client-serveur, et puis d'autres marchent tout seuls sur PC. Il n'y a pas besoin de connexion avec un serveur qui est quelque part.
Il y a des modes de distribution qui sont très variés aussi, donc ça impose des contraintes en termes de distribution qui peuvent être très fortes. Donc tout ça, ça fait une variabilité qui est quand même hyper importante, et donc il faut en tenir compte quand on est game designer aussi. Est-ce que vous avez une idée dans la production d'un jeu de ce qui coûte le plus cher? Juste comme ça, une idée? Ouais. Communication, ouais. Non, il est plus proche. Ouais. Non. Le? Non, oh non, non, non. Non, non, non. Surtout pas. Oui? Non. Je vais vous le dire, je vais vous dire. En fait, ce qui coûte le plus cher dans un jeu, c'est le marketing. C'est à peu près 60% du coût des gros jeux. Le développement à côté, c'est peanuts, hein. Les salaires, c'est peanuts. Les machines, c'est peanuts. C'est vraiment le marketing qui coûte très cher. Sur les gros jeux, hein, je parle. Juste pour vous donner une idée, un jeu, combien de temps ça prend et avec combien de personnes ça implique. Donc ça, vous avez des informations pour différentes boîtes qui font de la production. Vous voyez que ça peut monter, il y a chez Activision, par exemple, qui est le troisième avant la fin, on ne voit pas beaucoup là, mais c'est le pic rouge, hein, c'est 2500 personnes sur un jeu, par exemple. Évidemment, ce n'est pas un jeu mobile, ça. Hein. Le jeu mobile, c'est beaucoup plus petit, mais en tout cas, sur des gros jeux, 2500 personnes. Et le temps pour sortir le jeu, Activision, du coup, ils sont relativement rapides, hein, c'est 3 ans. C'est long hein, pour produire un jeu. Évidemment, les jeux mobiles, c'est autre chose. On est plus en mode start-up. Pour certains jeux, ça peut être 6 mois. Mais 3 ans, c'est quand ça se passe bien. Hein. Chez Ubisoft, vous avez peut-être vu qu'on a le record du jeu qui est en production depuis le plus longtemps. Je crois que ça doit être 12 ans maintenant. Il n'est toujours pas sorti. C'est BGE2, Beyond Good and Evil. D'ailleurs, Montpellier. Non, pas encore. Il y a toujours des gens qui travaillent dessus. Alors, là, on a vu donc la galaxie du jeu, rapidement. On va s'approcher un peu d'une sous-partie, donc la partie production, sachant qu'après, il y a une deuxième... Dans les jeux, il y a toujours deux parties. Il y a la production d'un côté, puis après, il y a la partie, une fois que le jeu est en ligne, donc avec un certain nombre de contraintes, de machines qui sont derrière, de suivi, de tracking. Mais on va s'intéresser plus à la partie production. Dans cette partie production, donc on va s'arrêter sur une étoile, hein, donc sur un jeu en particulier. Comment ça se passe, un jeu? Donc ça, c'est le cycle de développement d'un jeu, d'un grand jeu, hein, pas d'un jeu mobile, encore une fois, je mets ça de côté. Vous voyez toutes les étapes, hein, ça prend un certain temps, comme on dit. Et pour arriver à la partie alpha, qui est à peu près aux 2/3, il faut compter, c'est 1 an avant la release. Donc l'alpha, c'est déjà quelque chose qui est un peu prémature, mais il faut quand même encore 1 an après pour arriver à sortir le jeu. Donc ça coûte de l'argent, tout ça. Et oui. Quand on fait un jeu, et quelqu'un en a parlé tout à l'heure, on a besoin, pour commencer, d'un engin, un moteur. Il existe une panoplie de moteurs dans le monde. Les producteurs de jeux ont souvent quelques-uns des moteurs à eux. D'autres utilisent des moteurs qui sont en libre service ou plus ou moins payants. Donc je pense que peut-être que si vous êtes passionné de jeux, vous en connaissez certains dans la liste. Sans doute Unreal et Unity, par exemple. C'est les deux qui sont les plus connus. Parmi dans cette liste-là, il y en a qui appartiennent à Ubisoft. Et puis celui qui est à la pointe maintenant, en dehors d'Unreal et Unity, c'est Roblox, qui va sans doute faire des révolutions dans l'univers du jeu à très court terme. Donc beaucoup de variétés. Ceux qui sont les plus utilisés, donc sans surprise, je pense, c'est Unreal. Après, vous voyez, en deuxième, c'est les moteurs propriétaires, donc propriétaires au sens où ils appartiennent à la boîte qui produit le jeu. Pourquoi être propriétaire d'un moteur? Parce que ça permet quand même d'avoir des caractéristiques de jeu qui sont spécifiques à une entreprise, d'avoir des features qui sont particuliers, peut-être d'avoir des formes de combat particulières. Et donc, ça permet de se démarquer des concurrents. Mais par contre, ça coûte très cher à développer. Donc, c'est toujours un peu un pari. Est-ce qu'on travaille sur beaucoup d'engins, de moteurs propriétaires ou pas? C'est toujours un choix stratégique des entreprises. Quelques idées pour les tailles, pour que vous vous rendiez un peu compte de ce que ça représente
des jeux. Alors là, j'ai pris beaucoup de gros jeux et des jeux en monde ouvert pour que vous ayez un peu une idée de ce que ça représente. Par exemple, en termes de transfert actuellement entre les différents studios Ubisoft, si vous avez regardé un peu le QR code de tout à l'heure, vous verrez des questions sur le sujet. Il y a beaucoup de sites Ubisoft dans le monde. Quand on fait un jeu à Ubisoft, souvent ça embarque beaucoup de studios de développement à travers le monde. Et donc on a besoin de transférer en permanence des informations entre les sites. Et actuellement, on est à peu près aux alentours de 400 Tera par jour de transférés. Sachant que, évidemment, c'est des transferts qui sont hyper optimisés. On ne transfère que ce qui est utile. On ne transfère que les deltas entre les différentes versions, par exemple, des choses comme ça. On coupe tout un petit morceau et on n'envoie que les deltas. Bref, malgré l'optimisation, on est quand même à 400 Tera par jour. Donc, voilà, c'est des contraintes assez fortes. Il y a des entreprises où ce n'est pas le cas. Hein. Il y a des concurrents comme EA, par exemple, Electronic Arts. Ils ont plutôt tendance à faire des développements de jeux sur un seul site, avec toutes les équipes regroupées à un seul endroit. Ce n'est pas la philosophie d'Ubisoft. Il y a des avantages et des inconvénients. Les inconvénients, c'est que pour faire ces transferts-là, les équipes IT, elles sont sur les dents en permanence. Hein. C'est très chaud. Les mondes, ce que ça représente, vous voyez par exemple Ghost Recon Breakpoint, c'était 32 km² et on avait 98 480 test cases. Pas grand-chose. Hein. Si on compare par rapport à BGE, par exemple, c'est 70 millions de km², ce n'est pas tout à fait les mêmes enjeux en termes de tests. Ça représente quand même autre chose, et non seulement en termes de tests, mais en termes de production. Ça veut dire qu'il faut construire un monde qui fasse cette surface-là, qui soit cohérent. Et donc, voilà, c'est des défis techniques assez sympas. Le nombre de fichiers, sur un Assassin's Creed, par exemple, c'est à peu près 45 millions de fichiers. Et ça représente à peu près 1 terabyte juste pour récupérer les data et le code source. C'est quand même pas anodin. Donc vous voyez, un jeu à Ubisoft, c'est à peu près 15 sites. Et donc, en moyenne, c'est à peu près 1 millier de personnes au moment des pics de production. Ce n'est pas 1 millier sur tout le temps. Qu'est-ce qu'on a comme techno, process, méthodo? C'est très riche. Hein. Encore une fois, comme je disais au début, on utilise beaucoup de choses. Dès qu'il y a des choses nouvelles qui sortent, souvent on a des labs qui testent au maximum tout ce qui sort pour voir ce qu'on peut en faire. Donc le Predictive AI, par exemple, ça fait très longtemps qu'on utilise ça. Tout ce qui est Kubernetes, architecture modulable, tout ce qui est procédural, génération de monde automatique, en tout cas de parties de monde, de GI, donc Global Illumination, tout ce qui est automatisation des aspects physiques, que ce soit les mouvements de l'eau, l'impact du vent sur les différentes choses du monde, des choses comme ça. En termes plus bas niveau, on a du GPU over IP qui se met en place tout doucement, de façon à essayer d'optimiser au maximum l'utilisation des GPU, parce que ça ne vous a peut-être pas échappé que les GPU, maintenant, ça devient quelque chose de précieux. Donc, quand on en achète, on essaie de les utiliser au maximum. Des technos comme GPU over IP, par exemple, qui sont assez récentes, mais qui sont super intéressantes. Il y a du vGPU aussi, du software GPU, bien sûr, du streaming, tout ce qui est mini-services, tout ce qui est automatisation. Le Generative AI, on y reviendra un tout petit peu après. Réalité virtuelle, ça fait un moment aussi qu'on travaille là-dessus. On ne sort pas encore beaucoup de choses là-dessus parce qu'il n'y a pas beaucoup de gens équipés. Mais ça n'empêche pas de travailler avec... il y a des choses qu'Ubisoft a fait, par exemple, avec l'Institut du monde arabe ou avec le Louvre, pour faire des simulations en réalité virtuelle d'un certain nombre de choses. Ça permet de mettre un pied dans les technos et puis d'être prêt quand les utilisateurs seront prêts à travailler avec ça. Donc voilà, vous voyez, c'est très riche. Après, en langage, c'est pareil. Hein. Il y a du Python, du Go, du Ruby, du Java, du C++, du C, du MySQL, du Postgre, du YAML. Bref, tout ce qu'on peut imaginer. Surtout qu'à Ubisoft, il y a une particularité que je n'ai rencontrée dans aucune des boîtes de mon cursus actuel, c'est qu'il n'y a pas de CTO. Donc il n'y a pas quelqu'un dans la maison qui dit les gars, pour faire telle chose, ce sera tel outil, tel techno. Il y a une forme de liberté qui est encore très présente, parce que le grand patron a toujours considéré qu'il fallait brider le minimum la création. Est-ce que ce sera tout le temps comme ça? Je ne sais pas, parce que ça a un coût. Ça donne une variété de techno très riche et donc pas facile à maintenir. Mais en tout cas, pour le moment, c'est encore comme ça. Et sinon, bon, bien sûr, des technos, des méthodologies agiles, DevOps, ITIL, tout ça, forcément. Les challenges qu'on a actuellement, c'est bon? Okay. Les challenges,
Actuellement, on a toujours des problèmes à faire la balance entre ce qui est technique et ce qui est artistique. Parce que quand on veut faire quelque chose de super chiadé côté animation ou graphique, souvent au niveau ressources, ça coûte cher. Et du coup, parfois, on est obligé de dégrader la qualité de ce qu'on fait graphiquement pour que ça puisse tenir sur des consoles ou des choses comme ça. Typiquement, un des bons exemples que j'aime bien citer, c'est que pendant longtemps, les héros dans les jeux, soit ils étaient chauves, soit ils portaient un capuchon. C'était pas juste comme ça pour faire joli. C'était que il y avait une bonne raison pour ça. C'était que pour certains jeux, l'effet du vent dans les cheveux, ça coûtait trop de ressources, et donc il valait mieux que les gars soient chauves pour éviter d'avoir perdu du temps calcul sur le mouvement des cheveux. Donc tout est question de dosage, et ça c'est important dans le métier de game designer, parce que le game designer, il va falloir qu'il soit prêt justement à faire des compromis entre la technique et l'artistique, qu'il soit capable de dégrader parfois des choses qu'il avait prévues qui étaient super chiadées, parce que d'un point de vue performance, sur certaines consoles, ça ne tiendrait pas. Donc ça oblige à être très créatif et parfois à mettre sa fierté de côté, parce qu'on n'arrive pas à faire les choses aussi belles qu'on aimerait. Donc ça, c'est les défis qu'on a actuellement. Les futurs défis, rapidement. USD, c'est un nouveau format qu'on va partager avec les studios Pixar, par exemple, des choses comme ça. C'est les nouveaux formats du futur pour tout ce qui va être les assets. UGC, c'est le sigle pour User Generated Content, parce que dans les jeux du futur, le gamer, il va créer des choses. Et le but du jeu, c'est que les choses qu'il va créer participent au jeu. Et donc tout ça, il faut qu'on le prépare, qu'on le mette en œuvre, et tout ça, c'est déjà en œuvre. Parmi les choses super importantes aussi, c'est Generative AI. Tout ce que vous avez entendu parler là sur OpenAI et tout ça, c'est déjà en place chez nous. Là où on est un peu dans le noir pour le moment, c'est de savoir comment ça va impacter l'organisation du travail. Parce qu'on utilise beaucoup de choses en Generative AI pour générer des cas de test, pour générer des mondes, générer des scripts, des étapes initiales de création d'assets. Mais par contre, en termes d'organisation du travail, on ne sait pas encore si est-ce que ça va amener à réduire du personnel en termes d'artistes, par exemple, ou pas. Ce n'est pas la volonté du grand patron, mais en tout cas, voilà, on navigue à vue là-dessus. Donc on a beaucoup parlé de l'environnement. Parlons un peu de ce qui nous intéresse le plus maintenant, c'est que le game designer. Déjà, on en a parlé un petit peu au fur et à mesure de notre parcours depuis la galaxie jusqu'à la planète jeu. Au niveau des populations qui travaillent dans les jeux, vous voyez un peu en production par rapport aux players, c'est relativement comparable en termes de population hommes-femmes. Les moyennes d'âge aussi, c'est assez marrant. On a l'impression que c'est ceux qui consomment, qui produisent, d'une certaine façon. Et ça peut expliquer aussi un certain nombre de réticences qu'on a sur des nouveaux concepts comme Roblox, par exemple. Roblox, ce n'est pas trop l'état d'esprit de ceux qui produisent, et pourtant, c'est super intéressant. Rapidement, vous voyez un peu comment ça se passe dans le jeu. Alors, pour ça, il faut avoir un mindset à l'asiatique, c'est-à-dire le passé ne définit pas le futur. C'était comme ça dans le passé. Donc l'évolution chez un concurrent qui s'appelle Blizzard, entre 2012 et 2023, quand ils ont produit un jeu en 2012, ils avaient 400 personnes. En 2023, ils étaient à 1100 personnes, pour un jeu de taille à peu près comparable. Donc vous voyez la progression en termes de personnes. Mais ça, c'était avant Generative AI. C'est pour ça que je vous dis, ça ne présume rien du futur. On ne sait pas comment les jeux du futur seront produits. Les forces de travail sur les jeux, alors vous voyez déjà au niveau artistique, ça c'est donc chez Blizzard. Vous voyez en termes d'artistes, les catégories d'artistes qu'il y a, il y en a beaucoup. Différentes catégories, ça représente beaucoup de monde. VFX, c'est donc les effets spéciaux. Vous voyez beaucoup, en fonction il y a des gens qui sont très spécialisés sur certaines parties. Ils sont organisés donc en plein d'équipes avec des responsabilités très différentes. N'oubliez jamais le son. Le son, c'est super important dans un jeu. D'ailleurs, sur certains jeux, en termes de taille, c'est ça qui a posé des problèmes dans le passé. Parce qu'il faut garder en tête que certains jeux sont produits pour beaucoup de pays, et donc dans beaucoup de langues. Et donc, quand la taille des fichiers sont dans les différentes langues, quand vous avez 30, 40 langues, ça commence à représenter des tailles importantes. Ça, dans le futur, sans doute qu'on ne l'aura plus, quand les consoles auront disparu et qu'on ne fera plus que du streaming. Et pour le moment, on a ces contraintes-là. En termes d'ingénieurs, vous voyez qu'il y a de la place aussi pour pas mal de gens. Hein. Il y a de quoi faire.
Et puis en design, ben, voilà, il y a plein de designers différents en fonction des spécialités, des spécialisations. Donc, beaucoup de types de choses différentes dans le design aussi. Comment ils sont organisés? Ben, vous voyez comment ils travaillent, hein. En fait, ils dépendent de deux axes. Il y a un axe créatif et un axe, on va dire, plus gestionnaire, financier. Et le game designer, il est coincé entre les deux. Donc c'est un peu ce qu'on a vu tout à l'heure, dont je parlais tout à l'heure. C'est le game designer, il va se retrouver avec les créatifs, directeurs, qui vont lui dire le jeu, il doit se passer dans tel univers. Globalement, l'histoire, ça sera à peu près ça. Et puis de l'autre côté, il y a quelqu'un avec un flingue qui lui dit attention, il ne faut pas que ça dépasse ton budget de temps. Et après, il faut qu'il se débrouille avec ça. Et qui négocie après avec tous les autres designers en dessous, parce que chaque designer a envie de faire un truc bien léché. Et si tout le monde fait un truc bien léché, ça coûte une fortune. Donc le game designer, il faut des talents de diplomate aguerris. Alors, les job titles, comment sont définis les métiers? Je vous ai mis une planche avec un certain nombre de définitions. Dans l'univers du jeu vidéo, c'est un univers un peu fantasque. Les job titles, ça ne veut pas dire grand-chose. Vous allez passer d'une boîte à l'autre, vous aurez d'autres définitions de ces métiers. Donc je vous donne celle-ci à titre indicatif. Ce qui ressort quand même, c'est celle de game designer. On retrouve quand même des trucs qui sont semblables dans toutes les boîtes. Donc c'est quelqu'un qui va participer donc, à la définition des concepts, des règles, qui va participer au gameplay, qui va construire aussi l'histoire, et qui va surtout faire en sorte que le joueur soit toujours en situation de plaisir, et donc travailler aussi sur des moyens de garder son attention, et de le garder intéressé dans le cadre du jeu. Et ça, c'est super important. Ça fait partie des choses qui sont majeures, et surtout encore plus dans les jeux mobiles, parce que garder l'attention de quelqu'un sur un jeu mobile, c'est pas si simple que ça. On a tendance à papillonner plus facilement quand on est sur le téléphone. Et donc, comment faire en sorte que les gens restent sur le jeu, et voire même peut-être dépensent un petit peu d'argent, parce que sur les free-to-play, c'est sympa le free-to-play pour le joueur, mais ça a coûté de l'argent, donc il faut quand même trouver un moyen de récupérer de l'argent. Donc voilà, donc le game designer, vous voyez, c'est pas si simple. Dans les rôles qu'il a, ce qui est super important, c'est le creative mindset. C'est vraiment quelqu'un de très créatif, qui doit aussi être très pointu sur la résolution de problèmes, mais des résolutions de problèmes à la fois techniques et aussi humains. C'est-à-dire que parfois, il faut servir de tampon entre les créatifs et puis les techniques. Donc les problèmes sont souvent plus humains que techniques, d'ailleurs. Il faut être dans de grandes capacités de collaborer, de travailler avec les autres. Après, dans les tâches possibles, là, ça dépend des entreprises, ça dépend de la taille des équipes, parce que là, l'arborescence que je vous ai montré de travail, c'est vraiment chez Blizzard, c'est une grosse boîte. Sur des petites boîtes ou sur des jeux mobiles, le game designer, il va avoir un rôle beaucoup plus riche que ça. Quand il y a 3 ou 4 personnes qui travaillent sur un jeu, chacun va devoir faire beaucoup de choses, et donc le game designer, il va faire beaucoup de choses pratiques aussi. Donc il va faire du codage, il va faire du test, il va faire plein de choses. Et ça dépend vraiment de chaque jeu, de chaque entreprise, et de la taille des jeux qui sont concernés. Donc voilà quelques exemples. Je passe rapidement sur ces questions-là. Ce qui me semble plus important, c'est de vous montrer quelques exemples de job description que vous pouvez trouver quand vous regardez des annonces de jobs qui sont sur les différents sites. Donc là, c'est une annonce que j'ai prise chez Green Panda. De toute façon, en général, vous allez trouver des points communs. J'ai mis en gras en bas le Communicate Your Vision. C'est hyper important pour un game designer. Il faut vraiment être en capacité de transmettre aux autres votre vision de ce que sera le jeu, le gameplay. Et puis surtout, Green Panda, c'est des équipes qui font des jeux mobiles. Ce qui est super important sur les jeux mobiles, c'est la monétisation. Comment faire en sorte que le jeu ne fasse pas perdre trop d'argent. Donc, comment mettre en place des microtransactions, comment peut-être trouver de la pub à mettre dedans, des choses comme ça. En tout cas, il faut trouver des moyens de ne pas perdre d'argent sur le jeu. Même si sur les jeux mobiles, ça coûte moins cher que sur les gros jeux. Donc ça, c'est Green Panda. Chez Electronic Arts, un concurrent des équipes mobiles, vous retrouvez un peu la même chose. Et en dernier, je vous ai mis un exemple chez Ubi, mais sur un gros jeu. Et là, vous voyez, la communication ne demande même pas qu'elle soit bonne, elle doit être exceptionnelle.
C'est vraiment super pointu comme truc. Sur les gros jeux, c'est encore plus fort parce que vous avez encore plus d'interlocuteurs que dans les petites équipes. Donc là, il faut vraiment être pointu en communication, évidemment en anglais. Euh, Tout se fait en anglais, désolé. Même si on travaille beaucoup avec les studios à Montréal où il y a une population de gamers et de jeux vidéo très forte. Et voilà, donc c'est un peu ce que je voulais partager avec vous sur le métier de game designer. Encore une fois, il y a beaucoup d'autres métiers dans le domaine du jeu vidéo. Vous avez toutes les techniques. Donc, en fonction des techniques comment dire, de la façon de les utiliser, forcément, il y a des métiers particuliers. Moi, je vous invite à découvrir. C'est super intéressant comme domaine. Ça fait 7-8 ans que je suis là-dedans. Je suis loin d'avoir fait le tour. Donc, c'est vraiment une promesse de passer des super moments intéressants. C'est très prenant, par contre. Voilà.